me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, mais bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait, non, on n'a pas compris. Puis en fait, on se dit peut-être que si, puis en fait, non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Dans une pipe, Berthier, c'est quand même pas grand-chose, merde! Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. L'idée de nature est très séduisante de nos jours. Ce qui est naturel serait bon, presque par défaut. Cela semble aller de soi et reflèterait le bon sens, comme on peut souvent l'entendre. Qui n'a pas entendu l'idée reçue que la nature serait bien faite? Or, cette idée de la nature biaise notre regard sur bien des décisions personnelles et, surtout, pollue le débat sociétal. Mécaniquement, le manque de rigueur de certains choix augmente le risque d'un impact négatif sur les conditions de vie des individus, qu'ils soient des animaux humains ou non humains. Cette idéologie, qu'on peut qualifier de naturaliste, est très présente dans l'écologie grand public. Son impact sur la compréhension de tant de sujets complexes dans ce domaine n'est pas neutre. Les choix qui en découlent sont-ils fondés? Des pensées non rationnelles se cachent derrière des notions séduisantes, rendant nos actions moins efficaces et parfois injustes vis-à-vis des individus sentients qui en font l'expérience? Quelles sont les conséquences d'une conception essentialiste, finaliste et conservatrice, telle que véhiculée par le fantasme passéiste du naturalisme? Puisque nous réfléchissons rarement au fondement de nos croyances, le fort pouvoir de séduction de l'argument fallacieux de l'appel à la nature lui permet de s'immiscer dans nos pensées et ainsi nous induire sur des mauvaises pistes. Qui réfléchit au système de valeurs sous-jacent à nos croyances et à nos décisions? La philosophie morale et l'éthique peuvent nous y aider en clarifiant ce qui relève d'une valeur instrumentale de ce possédant une valeur inhérente. Devrions-nous évoluer vers un projet de société qui reconnaît l'importance de la sentience et ainsi adopter une approche sentiocentrée dans le domaine de l'écologie? Devrait-elle alors se débarrasser de l'oppression systémique qu'est le spécisme? Nicolas Martin est aujourd'hui notre invité pour examiner ces questions. Cet entretien est en partie inspiré de sa conférence pour une écologie sans nature avec l'association Laser, qui sera dans la liste de sources. Karine nous accompagnera aussi dans le déroulement de cet entretien. Merci à vous deux d'être là. Merci de l'invitation. Bonjour. Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. Bonjour Nicolas Martin. Tu es docteur en mathématiques appliquées par l'Université de Grenoble, vulgarisateur en esprit critique avec une appétence pour les questions liées à l'écologie via des conférences et des cours depuis 2020. Co-auteur du petit manuel d'esprit critique pour le militantisme écologiste paru en 2022, gérant du café scientifique Eurécafé à Toulouse, membre fondateur de l'association sceptique Le Rasoir Doc en Occitanie, membre du Cortex, le collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences, et enfin membre de l'association Scepticon, une plateforme de vidéos en ligne dédiée à la zététique, à l'esprit critique et au scepticisme de manière plus générale. Bonjour Nicolas, est-ce qu'il y a des choses à nuancer ou à corriger dans l'éditorial ou sur ta présentation? Non, pour la présentation ça me semble parfait, je pense qu'il y avait tout. C'est vrai que ça paraît impressionnant dit comme ça. Très bien. Commençons donc par décortiquer cette idée de nature. Est-ce que tu peux nous donner une définition rapide de cette idéologie naturaliste?
Ok, donc on rentre dans le cœur du sujet assez rapidement. C'est une question assez difficile et d'abord, peut-être pour commencer, j'aimerais bien préciser qu'en fait, il y a plusieurs utilisations de ce terme de naturalisme et on va s'intéresser à une en particulier. Donc, c'est juste pour préciser ce dont on ne va pas parler. Notamment, le naturalisme, on en parle aussi en épistémologie et ça a un sens particulier dans ce cadre-là, donc dans la science de la connaissance ou comment on acquiert du sens. On peut parler de naturalisme épistémologique. C'est pas ça dont on va parler, mais on parle aussi de naturalisme ou de personnes qui seraient naturalistes, d'associations naturalistes, à la place de notre mot qu'on pourrait utiliser, c'est écologue. Donc c'est des personnes qui vont aller étudier la faune, la flore, un habitat, etc. Donc là aussi on parle de naturalisme, c'est pas tout à fait ça dont on va parler, même si évidemment il y a des liens. On parle aussi de naturalisme en peinture par exemple, c'est un style graphique, et c'est encore pas de ça dont on va parler. Donc ce dont on va parler, c'est le naturalisme qui est une idéologie en fait, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui habite un peu notre système intellectuel, on va dire, et notre langage. Et en fait c'est cette idée qu'il existerait un ensemble d'éléments plus ou moins cohérents entre eux, qui ont toujours existé, qui sont là pour une bonne raison et qu'il faut préserver. Il y a vraiment cette idée de prescription. En fait, c'est quelque chose qui est bien en soi et qu'il faut préserver. Et c'est ce qu'on entend, par exemple, quand on dit c'est la nature, c'est comme ça, c'est naturel, etc. C'est des mots qui habitent assez facilement notre expression et qui, en fait, si on creuse un peu derrière, reflète cette idéologie de la nature. Et j'aime bien prendre une métaphore pour l'expliquer, pour bien le visualiser. C'est celle du décor de théâtre. Alors je crois que la métaphore n'est pas de moi, mais je ne sais plus d'où je l'ai trouvée. Mais imaginons que vous arrivez sur une pièce de théâtre avec d'autres personnes et il y a déjà, on va dire, des éléments de décor qui sont là. Une idéologie naturaliste serait considérée que ce décor, il est figé, il faut le préserver à tout prix, et c'est nous, les humains ou les personnages, qui vont interagir au sein de ce décor-là, et que ce décor va aussi un petit peu guider nos actions. Okay, donc ça, c'est l'idéologie naturaliste. Et face à ça, on pourrait imaginer une autre manière de voir les choses, où en fait, ces éléments-là, on peut aussi les considérer en tant que tels, on peut essayer aussi d'imaginer qu'ils sont là pour une certaine raison, qui peuvent être modifiés, qu'on peut essayer de voir comment on les accorde avec nos intérêts, avec leurs intérêts à eux, et plus les considérer comme quelque chose de figé et qui est en place, mais considérer comme des éléments aussi à part entière de la pièce de théâtre qui est un peu, on va dire, notre monde ou la réalité, quoi. Et justement, dans ta conférence, tu dis que cette idée de nature fait aujourd'hui partie du mobilier intellectuel, du cadre cognitif socio-culturel, sans qu'on s'en rende compte. Comment cette idée passe-t-elle en cachette sans qu'on en réalise le poids ? Alors j'utilise ce terme de mobilier intellectuel que j'aime bien. Alors pourquoi ? Parce que c'est cette idée qu'en fait c'est quelque chose qui est là, qui est présent, mais qui est là un peu aussi par hasard. Il pourrait ne pas y être. Il y a ce meuble qui est là, mais ça pourrait être un autre meuble. Donc on peut dire qu'il est contingent d'une certaine manière. Hein, ça veut dire il n'est pas nécessaire. Hein, il pourrait y avoir autre chose. Et en fait, l'idée que c'est un meuble, c'est aussi qu'on peut le remplacer. C'est-à-dire qu'on peut réaménager la pièce et mettre autre chose. Mais c'est un gros meuble, donc il est un peu difficile à bouger aussi. Et je trouve que cette métaphore, elle est intéressante du mobilier intellectuel pour ces différents éléments. Et du coup, comme tu disais, en fait, cette idée elle passe un peu en cachette, parce que comme je l'ai dit, en fait, elle s'immisce un peu dans notre langage, mais pas seulement, aussi dans le marketing. Franchement, vous rentrez dans le supermarché, vous voyez du naturel partout. Oui. On dit même que dès qu'il faut vendre quelque chose, il devient naturel, hein, parce que c'est vraiment un argument fort. Voilà, dans la langue, dans la culture, dans l'art, etc. Cette idée de nature et de ce bloc figé et qui serait une norme à suivre, on le retrouve partout, quoi. Et tant qu'on n'a pas fait cet effort un petit peu de voir qu'il pourrait y avoir autre chose, et ben en fait, il passe un peu sous les radars. Oui, et l'idée de nature, elle est très présente aussi dans le domaine de l'écologie, au travers de l'idéologie dite naturaliste. Mais est-elle issue du procédé rhétorique de l'appel à la nature ? Pourquoi s'agit-il d'un argument fallacieux ? Ouais, voilà. Donc, des fois, on parle, dans l'esprit critique, on parle d'appel à la nature. Hein, donc, c'est vraiment cette idée de se référer à la nature de manière assez fallacieuse. Il y a deux raisons principales pourquoi c'est fallacieux. La première,
c'est plutôt d'ordre descriptif, hein, c'est-à-dire c'est le fait d'imaginer qu'en effet il existe ce bloc uni, clairement défini, délimité, qu'on appelle la nature, et qui serait quelque chose d'une certaine manière qui est séparé de l'homme ou séparé de l'humanité moderne, quelque chose comme ça, et que ce bloc-là, il existe. Donc ça, c'est la première erreur à faire, hein. En fait, on le verra probablement après. Si on fouille un peu, on voit qu'en fait, les limites de ce bloc-là, elles ne sont pas du tout claires. La deuxième erreur, elle est d'ordre prescriptif, c'est d'imaginer que ce bloc-là, il nous dicte d'une certaine manière une marche à suivre, ou quelque chose à préserver, à conserver, etc. Et on va voir qu'en fait, même si à première vue ça paraît être une très bonne idée, hein, si on dit bah oui, il faut préserver la nature, la forêt, etc. Évidemment, ça paraît une bonne idée. Si on creuse un peu sur ce que ça implique derrière, en fait, ça pose pas mal de soucis. Oui, tu dis aussi dans ta conférence que cette idée de nature peut être utilisée comme carte joker, ce qui empêche l'analyse du contenu de l'argumentation et donc nuit à un débat fondé sur des connaissances étayées. Ouais, tout à fait. Je crois que dans la conférence, je le disais, il y a une citation que je vais reprendre là qui dit que la nature, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent. Et en fait, quand on réfléchit, le mot nature, on l'utilise assez facilement, mais plus pour l'impact qu'il va avoir, plus pour ce qu'il va représenter, ce qu'il va vouloir transmettre comme idée, plus que comme une définition claire. Et en fait, je dis que c'est une carte joker parce qu'en fait, quand on fait référence à la nature, en fait, on fait référence à tout un tas de choses différentes. Ça peut être, des fois, on parle de lois physiques. Par exemple, si on dit une catastrophe naturelle, un séisme, ça peut plutôt être de cet ordre-là. Mais on peut aussi, des fois, faire référence au monde sauvage. On peut aussi, des fois, faire référence à une sorte de loi divine en disant ça c'est naturel ou ça c'est contre nature. Souvent en fait on fait référence à des sortes de lois comme ça absolues qui existeraient. Ça peut aussi faire référence au passé de l'humanité en disant c'est dans la nature de l'homme ou c'est dans la nature de tel groupe d'individus de faire ceci. Voilà, en fait il y a tout un tas de choses dans lesquelles on va utiliser le mot nature et en fait on pioche un peu là-dedans, un peu au hasard pour pouvoir légitimer en fait certaines choses qui existent et figer en fait d'une certaine manière l'état des choses. Alors, en fait, bon, on y reviendra peut-être après, mais en fait, il y a aussi une raison un peu, on va dire, cognitive et sociale qui fait que c'est plus simple de faire ça. Oui, et est-ce que ça pollue les débats politiques et les débats en philosophie morale, ayant pour but de nous éclairer sur les meilleurs choix sociétaux ? Ouais, tout à fait. Alors, par exemple, je prends un exemple dans ma conférence, c'est celui de la vanille. Et de la vanilline. Alors j'explique rapidement, en fait, si vous devez faire un gâteau avec au goût vanille, on va dire, vous avez deux possibilités. Soit c'est d'utiliser de la vanille entière qui viendrait probablement de Madagascar, parce que quasiment toute la production vient de là-bas. Et en fait, ça pose pas mal de problèmes, hein, cette vanille de là-bas. Il y a des questions d'exploitation, de déforestation, d'exploitation même du travail d'enfants, des paysans là-bas qui sont payés une misère. Puis c'est aussi une agriculture qui est très très soumise aux conditions climatiques. Enfin, il y a beaucoup de soucis avec cette vanille-là. Et à côté, il y a de la vanilline qui peut être produite de manière synthétique, c'est-à-dire donc à partir de plantes, d'autres plantes, mais qui vont subir un certain nombre de procédés physico-chimiques assez complexes, c'est vrai, mais qui vont au final permettre de produire cette molécule qu'on appelle la vanilline et qui va donner exactement le même goût à votre gâteau. Si à partir de là on utilise juste la carte joker, comme on disait, de la nature, en fait ça va éclipser toutes les questions qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important ? Est-ce que ce qui va être important, c'est le goût, c'est la santé, est-ce que c'est les conditions de production, etc., etc. Ça, c'est des questions intéressantes d'un point de vue politique et éthique. Et en fait, le mot nature va éclipser tout ça en disant non, il faut prendre de la vanille entière parce que c'est plus naturel. Oui, tout à fait. Si on souhaitait définir de façon précise et détaillée, c'est que la nature, ça semble une tâche ardue. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'est pas assez étrange de circonscrire la dite nature à tout ce qui ne relève pas de l'humain, de faire cette séparation ? Ouais, alors en effet, définir la nature, c'est assez compliqué. Si on essaye de faire ce jeu-là, on s'en rend compte assez rapidement. Mais tout à l'heure, je crois qu'on va faire un petit jeu d'ailleurs, je vais expliquer un petit jeu pour s'en rendre compte. En fait, nature, ça fait partie de ces mots. Alors, il y a un vieux exemple pour illustrer ça en philosophie qui s'appelle le paradoxe Sorite. Le paradoxe Sorite, qu'on appelle aussi le paradoxe d'Utah, c'était utilisé par les philosophes mégariques déjà il y a 2500 ans,
qui disait, imaginez un tas de pierres, par exemple, et à chaque fois, vous enlevez une pierre. Okay, si vous avez un tas et vous enlevez une pierre, ça reste un tas. Hein. Mais si vous répétez l'opération, au bout d'un moment, ce tas, il ne sera plus un tas. Et en fait, savoir la limite précise entre le moment où c'est un tas et le moment où c'est plus un tas, c'est pas clair. Et en fait, du coup, les mégariques disaient, en fait, la définition du tas, elle est très floue. Et en fait, on peut faire la même chose avec la nature, hein, si... on va faire le jeu après, ça sera plus clair. Mais en fait, on ne sait pas définir la limite claire de ce qui est nature et ce qui n'est pas nature. Après, ceci étant dit, c'est pas grave en soi. Parce qu'en fait, il y a d'autres termes comme ça qu'on va utiliser. Par exemple, si on va parler de science ou si on va parler d'esprit critique, bon, c'est les mots qui me viennent en tête parce que c'est des sujets qui m'intéressent. On ne peut pas non plus définir clairement des limites à ça. En fait, ce qui est plus grave, on va dire, c'est que dans le flou qu'il y a autour de ce mot nature, en fait, ça va créer des problèmes plus graves. En fait, si le mot il est flou mais qu'il reste utile au quotidien, en fait, même quelque part, si on prend une chaise, définir les contours clairs de ce qu'implique la définition de chaise, c'est pas forcément clair. Mais au quotidien, ça nous va très bien, on s'entend tous que c'est une chaise, et quand je te demande, Raymond, est-ce que tu veux une chaise, tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, le problème avec la nature, c'est que c'est flou, mais que ce flou-là, il pose des problèmes. Et je pense que c'est ce qu'on va voir après. Tout à fait. L'explication qu'il s'agit plutôt d'un continuum semble davantage plausible, vu qu'il ne semble pas exister de limite franche entre ce qui serait naturel ou pas. Tu as un très bon exemple, Nicolas, sur le processus de fabrication du ketchup qui permet d'illustrer la difficulté d'identifier précisément le moment du passage des tomates qui seraient donc naturelles au produit final qui serait forcément non naturel. Oui, c'est ça, c'est le jeu que j'appelle le jeu du tomate ketchup. Et du coup, je pars de l'idée qui est, je pense, assez communément partagée, que la tomate est un produit naturel et que le ketchup que vous allez trouver en supermarché, c'est pas un produit naturel. Et du coup, je demande, en fait, au fil du processus qui va de l'un à l'autre, à quel moment on perd la propriété de naturel ? Est-ce que c'est quand on a décroché la tomate ? Est-ce que c'est quand on l'a coupée ? Est-ce que c'est quand on l'a mélangée à d'autres produits ? Est-ce que c'est quand on l'a mélangée à d'autres produits en particulier ? Et en fait, on se rend compte que quand on fait ça, c'est pas clair, en fait, quand est-ce que la nature disparaît. Et du coup, on commence à se demander, mais à quoi il sert ce mot nature ? Et en fait, peut-être que ça permet de se demander, peut-être que la bonne question, elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir quand est-ce qu'on a perdu l'étiquette nature, d'une certaine manière. C'est plutôt, la question est peut-être ailleurs. Et peut-être encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la vanille, peut-être que la bonne question, c'est est-ce que ça va faire varier la qualité ? Est-ce que ça va faire varier le goût ? Est-ce que ça va faire varier les qualités de production, l'impact sur la santé, l'impact sur le vivant, etc., etc. Et encore une fois, si on met juste l'étiquette nature, ça cache en fait toutes ces questions-là. Et pourrait-on dire que la nature n'existe pas, que tout est naturel ou rien ne l'est, c'est-à-dire modifié par l'activité humaine ? Ouais, alors ça c'est une question assez compliquée de savoir si la nature existe ou n'existe pas. On pourrait dire, certains le disent comme ça, hein. Je pense que par exemple Philippe Descola, je pense qu'on va en reparler un petit peu tout à l'heure, dit ça, hein, la nature n'existe pas d'une certaine manière. Et en fait, ça dépend de ce qu'on entend par le verbe exister. En fait, la nature, elle existe plutôt comme un construit social, hein, comme un mot qu'on utilise. Hein. Ce serait bizarre de dire la nature n'existe pas, vu qu'on utilise ce mot très régulièrement. Et en fait, une manière de voir que c'est un construit social, c'est déjà de voir que ça n'existe pas dans toutes les cultures. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Descola a dit ou a montré que la nature n'existait pas, c'est qu'en fait, il a été chez les Shuar, en l'occurrence, en Amazonie, et il a montré que là-bas, dans cette culture-là, mais que ce soit dans la langue ou le rapport au monde, il n'y a rien qui ressemble à ce que nous, on appelle nature. Il n'y a pas de différence entre ce qui est produit par l'humain, on va dire, et ce qui ne l'est pas. Et du coup, ça permet de voir que, d'une certaine manière, la nature n'existe pas de manière absolue, claire et en dehors de notre culture. Donc d'abord, selon ce que tu dis là, Nicolas, la nature, cette idée-là, qui peut être utile au niveau social pour nous comprendre, elle est aussi une construction sociale, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est ce que j'essayais de dire avant. C'est vraiment une construction sociale qui n'existe pas partout et qui est propre. Bon, peut-être qu'on y reviendra après à notre civilisation moderne, on va dire. Parce qu'en fait, même toutes les forêts qu'on connaît, tous les espaces dits naturels, tout a été modifié par l'homme. Donc finalement, tout est produit des activités humaines. L'exemple le plus extrême, peut-être, c'est la forêt amazonienne, hein, qu'on pourrait imaginer vraiment en dehors de tout l'impact de l'humain et être vraiment
l'image la plus évidente de ce qu'on pourrait imaginer comme nature. En fait, même ça, il y a des études assez récentes qui montrent que la forêt amazonienne, elle a beaucoup évolué avec les humains qui l'ont habitée depuis très longtemps. En fait, du coup, elle a été façonnée par cette coexistence, cette cohabitation avec l'humain. On observe alors une charge prescriptive et récurrente dès que cette idée de nature est mobilisée. Comment et depuis quand une telle injonction a-t-elle pu se répandre ? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est assez débattu de savoir à partir de quand on a commencé à avoir cette vision naturaliste. Du coup, si on reprend un petit peu ce qu'en dit Philippe Descola, alors je ne l'ai pas présenté peut-être très rapidement. Philippe Descola, c'est un anthropologue qui, du coup, dans les années 70-80, a fait, du coup, son terrain d'anthropologie chez les Chouars, donc en forêt amazonienne, et il en est revenu avec cette idée que notre vision naturaliste est propre à notre civilisation. Et du coup, après, à partir de ça, il en a développé tout un tas de choses. Donc, notamment, il a écrit ce livre qui est très connu, qui s'appelle Par-delà nature et culture, ou Au-delà nature et culture, bon, peu importe. Et du coup, il est considéré un peu comme un des penseurs vraiment de cette critique de la nature. Mais c'est pas le seul. Et puis d'ailleurs, dans ce qu'il dit, il y a pas mal de choses à critiquer aussi. Mais ça pour dire que Descola, donc dans la manière dont il présente les choses, il dit qu'en fait, cette vision-là, elle apparaît au moment de ce qu'il appelle les modernes. Donc ça varie vers 17e, 18e, etc. Et il explique qu'en fait, c'est avec l'arrivée, d'une certaine manière, de l'exploitation de la nature, donc au tournant des révolutions industrielles, puis de l'arrivée du capitalisme, où on a commencé à exploiter énormément les ressources autour de nous, qu'on a eu besoin, d'une certaine manière, de créer une frontière avec ce monde-là. Parce qu'à partir du moment où on le met à distance, on le considère comme figé, comme inanimé, comme ne présentant pas d'intérêt propre, ça va être plus facile d'accepter qu'on l'exploite, qu'on fait de l'élevage intensif, qu'on fait de l'agriculture très productiviste, quoi. Et tout ça, en fait, donc, d'après Descola, c'est une espèce de dispositif qui s'est mis en marche pour justifier en fait des choses comme ça. Et en fait, bon, il y a cette idée que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord on a un certain nombre de comportements et après on va trouver des manières d'expliquer ces comportements-là. Après, il y a d'autres auteurs qui disent que ça remonte encore plus loin, aux Grecs. Il y a déjà eu des prémices de cette idée naturaliste. Bon, voilà, c'est un peu débattu. D'accord. Donc, il y a bien une charge prescriptive et ce qui est regrettable, c'est qu'on va confondre souvent entre ce qui est descriptif et ce qui est prescriptif. Or, le principe du philosophe et historien David Hume, déjà au XVIIIe siècle, devrait nous éviter des formulations et pensées peu rigoureuses de type « les scientifiques ou la science disent que ». Pourquoi est-ce qu'il est si important de séparer ce qui est descriptif de ce qui relève du prescriptif ? Ouais, tout à fait. Alors, je pense que... Alors, je ne sais pas si Hume, c'est le premier à l'avoir dit, mais en tout cas, c'est lui, en tout cas, qui a popularisé cette idée, qu'on appelle parfois la loi de Hume ou la guillotine de Hume, et qui dit qu'en effet, il faut mettre une limite franche entre ce qui permet de décrire ce qui est et ce qui doit être. Okay, je vais peut-être prendre un exemple, c'est... je crois que c'est celui que je prenais dans la conférence d'ailleurs. Imaginons que, alors c'est pas le cas, mais imaginons que dans le règne animal, en dehors de l'humain, dans le monde sauvage, on n'a aucun exemple de comportement homosexuel. Est-ce que du fait qu'on observe que ça n'existe pas, on devrait en conclure que ça ne doit pas exister chez les humains? Et ça, Hume, il explique de manière très claire, et c'est pas juste une position philosophique, c'est vraiment un principe logique assez profond, qui dit que de ce qui est, on ne peut pas déduire ce qui doit être. Et c'est vraiment deux champs de réflexion très différents. C'est très intéressant de réfléchir à ce qui est. C'est plutôt du champ de la science, de la description, etc. Et c'est très intéressant de savoir tout ce qui est. Mais après, pour sauter le pas vers ce qui doit être, il y a tout un pan qui s'appelle l'éthique ou la politique et qui va nous dire, ceci étant, voilà ce que nous, on veut. Et avec ce qui est et ce qu'on veut, après, on peut en tirer des conclusions. Mais c'est très important de faire la distinction entre les deux. Et je pense que c'est vraiment un point qui est fondamental dans cette critique de la nature.
Oui, merci Nicolas, merci Raymond. On place maintenant à une courte pause musicale grâce à notre réalisateur technique Thomas Delafosse. All right, Sean. All right, Tommy. Take one. Tu en as parlé tout à l'heure. En marketing, l'adjectif naturel est couramment utilisé en tant qu'argument de vente. Le domaine de la santé en est un bon exemple. L'essor des pratiques dites alternatives, par exemple l'homéopathie, s'appuie aussi sur cette idée romantisée de nature. Celle-ci se trouve carrément dans l'appellation de la naturopathie qui vise à maintenir ou rétablir la santé par des moyens naturels. L'étendue de cet argument infondé en marketing est très large et en progression. Qu'est-ce qui pourrait venir l'enrayer ? Alors, très bonne question et très compliquée. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, on peut imaginer l'idéologie naturaliste comme un mobilier intellectuel hein, et qu'il faudrait, il faudrait réfléchir à comment on peut le modifier. Après, je pense qu'on parlera de par quoi on peut le modifier, par quoi on peut le remplacer, ce meuble. Et alors, juste, je précise, quand je dis intellectuel, c'est à la fois qu'il est cognitif, c'est-à-dire dans le sens individuel, on l'a dans notre manière de penser, mais aussi dans la manière aussi de partager des informations, donc parce qu'il va habiter notre langue, notre culture, notre manière de voir le monde, etc. etc. Du coup, comment on fait pour bouger ce meuble d'une certaine manière ? Et bon, ça c'est un peu the big question, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, il y a des gens qui s'interrogent sur quelle est la bonne stratégie. Est-ce que la bonne stratégie, c'est de modifier ce qu'on entend par nature, c'est-à-dire, d'une certaine manière, repenser l'idée de nature, mais la garder, ou d'autres personnes. Alors là, par exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle par exemple, Patrick Dupuy. Je suis en train de lire son livre en ce moment. C'est un philosophe qui est du coin d'ailleurs, autour de Toulouse, qui est en train de dire que lui, non, au contraire, peut-être que cette idée de nature, il faut la garder, mais la repenser. Et d'autres personnes, comme Descolan l'a dit par exemple, mais comme plein d'autres aussi, qui disent non, en fait, cette idée, il faut enlever l'idée de nature de notre schéma de pensée, de notre langue, de tout ça. Donc c'est déjà une bonne question en soi. Quelle est la meilleure stratégie ? Et après, bon, parmi les choses qu'on peut faire, je pense qu'il y a dans un premier temps une partie éducative. Hein, et par exemple, ce que c'est de faire Kumquat, tout ce que c'est de faire tout un tas d'associations et de personnes qui parlent de ces sujets-là, ben, c'est d'essayer d'expliquer ce que c'est la nature, d'essayer de le déconstruire, de le décortiquer et d'expliquer qu'on peut s'en passer. Mais ça, c'est plutôt à titre individuel. Après, on peut réfléchir aussi à titre social et politique, comment on fait pour éviter d'utiliser ce terme-là. Alors, par exemple, pour le cas très concret de le marketing, en fait, il pourrait y avoir des réglementations un peu plus claires sur cette utilisation du mot nature, quoi. Et si on ne le voyait pas tout le temps, dès qu'on allume la télé ou dès qu'on voit une pub en temps naturel tout le temps, ben, je pense qu'on ferait peut-être plus attention à son utilisation, peut-être. Mais en tout cas, c'est des pistes et je pense qu'il ne faut pas privilégier soit que l'éducation, soit que des réglementations. Je pense qu'il faut faire un peu tout à la fois, quoi. En sus de cet argument de vente marketing, il y a d'autres conséquences très concrètes et négatives qui découlent de cette idée de nature. On peut parler de divers rapports de domination dans des discriminations telles que le racisme, le sexisme, l'homophobie ou encore la transphobie. Ou une justification souvent entendue, c'est que ça serait contre nature. Comment l'idée de nature sert-elle à rationaliser
une situation de statu quo injustement oppressive. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, souvent on a cette tendance à vouloir préserver l'ordre des choses d'une certaine manière et du coup d'utiliser le prétexte de la nature pour faire ça. Et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans des discours qui seraient antiféministes ou contre les droits queer ou trans, etc. C'est que ce serait quelque chose qui est contre nature. Alors là, on peut déjà se poser deux questions. Ça veut dire quoi dans ce cadre-là d'être contre nature, d'un point de vue, encore une fois, très descriptif. En quoi c'est différent de ce qu'on retrouve dans la nature? Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, concrètement? Et puis après, même si ça avait du sens, ce truc-là, c'est demander en quoi c'est pertinent de dire que si c'est pas naturel, dans le sens où par exemple ça se retrouverait pas dans le monde sauvage, par exemple, en quoi ça devrait dicter notre manière de faire. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de rhétorique qui reviennent souvent et qui sont vraiment très dangereuses et qui fait que cette idée de nature qui a priori nous paraît assez anodine, voire clairement positive en fait. Elle cache en fait des gros problèmes derrière qui vont en fait permettre de manière générale de préserver l'ordre social des choses et du coup de lutter, de ralentir, de freiner certaines luttes progressives. Voilà, comme on l'a dit, comme les luttes féministes, trans, etc., même validistes, etc., etc. Il est à noter que la contre-argumentation au sophisme que l'homosexualité serait contre nature peut aussi faire preuve d'arguments fallacieux de l'appel à la nature, lorsqu'on met en avant que cela existe aussi chez les humains, chez les non-humains, excusez-moi. Dans un sens ou l'autre, il s'agit d'un faux argument. Le caractère descriptif de la nature ne nous dit rien sur ce que l'on devrait faire. C'est ce que tu as dit avant. Oui. Il vaudrait mieux éviter ce sophisme car il n'apporte rien au débat. Ouais, c'est assez dangereux, je pense, de faire ça, de réfuter l'argument naturaliste en disant mais si, regardez, y a des animaux qui ont des comportements homosexuels, pour reprendre cet exemple-là. Donc c'est bon, on peut le faire. Ça, c'est hyper dangereux à faire. Je pense que presque, en fait, on pourrait dire que c'est pas une question à laquelle il faut s'intéresser. Ou en tout cas, elle n'est pas de premier plan. La première chose à dire, et je pense à vraiment ancrer, c'est de dire peu importe que ça existe dans le monde sauvage ou pas. C'est pas ça la question. Encore une fois, si on reprend la métaphore que je prenais tout à l'heure avec le décor de théâtre, peu importe ce qu'il y a quand on arrive sur scène, la question c'est ok, on est tous là, tous ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Si les choses sont là, elles ne sont pas pas forcément pour une bonne raison, elles ne sont pas là selon un plan divin ou que sais-je. C'est vraiment, on est tous là entre nous, là on est 8 milliards d'humains, on se demande qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça, quoi. Oui, il y a toujours cette idée, ce que tu disais avant, c'est que la nature serait une référence. Et c'est ça, je pense, qui est un problème qui passe en cachette. Dans les faits, un grand nombre d'avancées sociétales ont été accomplies en dépassant cette idée de nature. C'est-à-dire, on s'affranchit des contraintes ou spécificités dites naturelles. Par exemple, cette idée de nature, elle peut être sous-jacente à une tentative de barrage qui a eu lieu, donc on s'en souvient tous, par rapport au mariage et à l'adoption pour les couples de même sexe, lorsque les militants du collectif La Manif pour tous, ils s'étaient opposés. Oui, tout à fait. Et en effet, comme tu dis, c'est pas mal d'avancées sociétales et progressistes se sont faits du coup en dépassant cette idée-là et en allant contre ces arguments-là. Et notamment, il y a eu un grand courant des féministes matérialistes dans les années 70-80, si je ne dis pas de bêtises, qui apportait vraiment ce discours contre la nature. Mais on peut aussi remonter à d'autres luttes, j'ai pas forcément bien les références, mais des luttes antidécoloniales ou antiracistes qui ont été contre cette idée que, par exemple, je sais pas, l'homme noir, c'est dans sa nature d'aimer travailler ou d'être jovial, ou etc. Et en fait, toutes ces luttes-là, d'une certaine manière, elles se sont retrouvées quelque part à lutter contre cette idée de nature qui, encore une fois, qui paraît toute mignonne, mais qui est en fait un instrument réactionnaire et conservateur, quoi. Oui, et si on parle de l'oppression spéciste, l'argument d'un supposé cycle naturel ou de la vie est souvent invoqué, comme par exemple le fait que manger de la viande serait naturel, prétendant ainsi justifier les injustes et mauvaises conditions de vie infligées aux êtres sentients que sont les animaux non humains.
Tout à fait. Alors on l'avait pas encore dit dans les moments où on dit non mais c'est dans la nature, il y a tout à fait quand on parle de l'alimentation carnée. Et encore une fois, on pourrait s'attarder à aller voir si vraiment dans l'histoire de l'humanité, est-ce qu'on a toujours mangé de la viande, etc., etc., qui est une question qui peut être intéressante en soi, mais encore une fois, la question centrale, c'est pas celle-là, c'est peu importe en fait, peu importe ça, qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui de faire en fonction des choix qu'on a, des possibilités, et en l'occurrence, je pense que par exemple manger de la viande très concrètement, c'est pas une bonne chose, quoi. Il n'y a pas de raison en tout cas pour que ça le soit. Et cela peut aller jusqu'à leur nier de l'aide dans la dite nature, car il ne faudrait pas que l'humain intervienne dans ce mécanisme finement réglé que sont les écosystèmes ou les biotopes. Oui, tout à fait. Du coup, on entend ça souvent, hein, comme c'est la nature, il ne faudrait pas intervenir ou faire quoi que ce soit. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu, cette idée-là, sur plein d'exemples, on l'applique pas. Par exemple, si vous prenez, si vous avez un animal de compagnie, un chat ou quoi, s'il est malade, vous n'allez pas juste dire non mais c'est la nature, il faut qu'il s'en sorte tout seul, etc. Et puis s'il est mort, c'est la nature. Ou même, en fait, je pense que si vous vous baladez en forêt, que vous voyez un oiseau qui est blessé ou une biche ou peu importe, vous n'allez pas vous dire non mais c'est naturel, il faut laisser faire, il faut surtout pas intervenir. En fait, dans les faits, on n'agit pas comme ça quand on y est confronté. Et du coup, c'est un peu étrange de se dire que à plus grande échelle ou quand on n'y est pas directement confronté, quand c'est un peu loin, etc. On a cette idée vraiment de dire non, mais il faut surtout pas intervenir, il faut surtout pas modifier quelque chose qui serait un peu d'ordre sacré, en fait, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à combattre aussi cette idée-là, quoi. Oui, la nature est assez idéalisée. Et il y a la domination sur les animaux qui reste en place aussi dans le milieu écologiste. Celui-ci, il est fort complaisant avec l'élevage, surtout le bio, dit non industriel, qui est quand même un concept assez flou. Quand il n'est pas encouragé, comme Marine Tondelier à la tête du parti ELV, elle le montre souvent sur le réseau social X, et en sus de perpétuer l'exploitation des animaux, est-ce plus écologique finalement qu'une agriculture végétale ? Ouais, alors ça, du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on met derrière écologique. Alors c'est marrant parce que du coup, j'ai fait une conférence, vous étiez là il y a pas longtemps, la semaine dernière, oui, sur qu'est-ce que c'est être écolo au final. Et en fait, il y a une espèce d'écologisme, on va dire, dominant, qu'on pourrait appeler éco-centré ou environnementaliste, qui revient à dire, en fait, ce qui compte, c'est de préserver une sorte d'équilibre, en fait, dans les écosystèmes, dans les biotopes, etc. Et en fait, au final, peu importe le sort, en fait, des individus particuliers. En fait, tant que tout est à l'équilibre, tant que les espèces se maintiennent, etc., peu importe en fait s'il y a des animaux qui meurent concrètement. Ça, c'est un peu la vision la plus commune en fait de l'écologie, qu'on entend à peu près dans tous les partis politiques, qui parlent d'écologie. Et en fait, il y a une autre vision qu'on peut appeler plutôt centiocentrée, où on va dire en fait l'important in fine, l'objectif final, l'objectif intrinsèque, c'est le sort des individus ou les intérêts des individus. Et après, tout le reste, par exemple, protéger la forêt ou protéger une rivière ou protéger la biodiversité, pourquoi pas ? Mais pas en soi, pas parce que la forêt a une valeur en soi, parce qu'elle abrite des individus, des sujets qui ont un intérêt à vivre et à vivre dans de bonnes conditions, quoi. Si aujourd'hui, l'écologie semble un peu avoir évolué et elle est peut-être un peu moins anthropocentrée, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il reste implicite que les animaux non humains, quelque part, doivent justifier d'une utilité ? Que les espèces jouent une sorte de fonction dans ces rouages des supposés grands équilibres de la nature. Est-ce que ça ne cache pas les intérêts finalement de ces individus animaux Voilà. Ouais, tout à fait. On parle avec les espèces. Ouais, c'est ça. En fait, même dans une écologie qui ne serait pas anthropocentrée, souvent on ne reconnaît pas, on va dire, d'intérêt propre aux individus non humains, et plutôt on va attendre à ce qu'ils aient une certaine fonction, une certaine utilité. Alors j'ai au moins 2 exemples. Quand j'ai préparé ma conférence l'autre jour, je suis tombé sur cet article que j'ai lu où il disait qu'ils allaient
je crois que c'était l'ONF qui réfléchissait à abattre des cerfs, je crois que c'était ça, parce que les cerfs détruisent des jeunes chênes. Quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, si le cerf n'est pas utile à la forêt d'une certaine manière, ou s'il lui est, on va dire, il va être néfaste à la forêt, et ben en fait, il faut l'éliminer. Du coup, ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui compte, quoi ? Pourquoi la forêt ? Pourquoi pas le cerf, en fait ? Pourquoi ce serait pas l'inverse ? Et l'autre exemple que j'avais, c'était la NUPES qui avait fait un argumentaire autour des nuisibles. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les ésodes, donc les espèces susceptibles d'occasionner des dommages, je crois que c'est quelque chose comme ça. La NUPES, pour défendre les ésodes, avait dit mais non, en fait, il ne faut pas considérer, je sais plus ce que c'était, le renard et la belette, ça fait parce qu'ils sont utiles, soit parce qu'ils vont permettre de, je ne sais plus ce que c'était, de planter des graines, ou le renard, il va réguler la population des mulots, enfin, je ne sais plus, il y avait une chose comme ça, mais c'était vraiment l'idée de il ne faut pas les considérer comme nuisibles parce qu'ils sont utiles. Ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle dans cette espèce d'équilibre. C'est un équilibre d'ailleurs qui est souvent fantasmé, mais du coup qui est aussi considéré comme la règle à suivre, quoi, et vraiment ce qui importe le plus. Et ce que propose du coup l'écologie éco-centrée, c'est non, en fait, ces individus, ils ont un intérêt à vivre pour eux. Et par eux-mêmes, quoi. Et peu importe s'ils sont utiles ou pas utiles, quoi. Après, on peut réfléchir à comment, du coup, on trouve un compromis pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde ait une place. Mais ce qui compte, au final, c'est l'intérêt des individus, quoi. Sans être exhaustif, il semble clair que l'idée de nature comporte des conséquences négatives dans le domaine de la santé et dans plusieurs oppressions systémiques. Hein. Mais est-ce qu'il y aurait aussi, bien sûr, peut-être des aspects positifs ? Oui, après, je pense que avec des personnes qui vont tenir, par exemple, un discours qui serait écologique, environnementaliste ou écocentré, avec cette idée de nature, je pense qu'on partage quand même un certain nombre de combats et de lutter quand même pour un certain contre, on va dire, certaines pratiques, on va dire, industrielles, peu importe ce qu'on met derrière, ou qui seraient vraiment dévastatrices pour le vivant. Je pense qu'on se retrouve sur certaines choses, et cette idée nature peut permettre dans cette direction-là, on va dire. Et puis, on va dire, le fait que c'est un mot qui est très courant, qui est très utilisé, qui est très ancré dans les perceptions des gens, ça offre quand même cette capacité de sensibiliser rapidement à ces questions-là. Si on dit à des gens non, il ne faut pas faire ça parce que c'est la nature, en fait, ça va avoir un petit effet quand même qui peut aller dans un sens qui peut se rapprocher, dans certains cas, d'une écologie qu'on considère éco-centrée, centriocentrée. Ça peut se rapprocher de combats similaires. Mais c'est vrai qu'en fait, si ça va un peu dans le bon sens, je pense que ça ne va pas complètement dans le bon sens. Et je pense qu'on y gagnerait à mieux, on va dire, axer nos luttes et nos discours, quoi. Oui, explorons maintenant quels sont les fondements problématiques justement de cette rhétorique naturaliste. Au final, s'agit-il d'une pensée foncièrement essentialiste et finaliste ? Et si tu peux définir qu'est-ce que l'essentialisme et le finalisme dans l'idée de nature ? C'est ce que j'expliquais aussi. En fait, on peut décomposer en fait l'idéologie naturaliste en 3 temps. Un qui se situe dans le passé, un dans le présent et dans le futur. Dans le passé, ça serait de considérer que ces éléments ont toujours été là, ils ont toujours été comme ça. C'est dans leur constitution interne, quelque chose comme ça, qui est vraiment l'idée d'essentialisme. C'est, par exemple, les animaux, ils sont comme ça, ils sont faits pour ceci, ils sont... et ça, c'est très essentialiste comme point de vue, mais ça peut aussi s'appliquer à des groupes d'humains. Quand on parle, par exemple, les femmes sont de nature ceci, ou les noirs sont de nature cela. Bon, peu importe, c'est cette idée d'essentialisme. La deuxième, c'est le finalisme. C'est cette idée que si c'est comme ça pour une bonne raison. C'est qu'il y a un but à tout ça. Ce qu'on appelle aussi des fois la téléologie, hein, c'est de se dire que... et là, derrière, il y a souvent une idée un peu divine ou religieuse qui se cache derrière ça. Hein. Des fois, on dit d'ailleurs que la nature, elle est venue un peu en remplacement de Dieu. Et du coup, c'est le fait de dire que oui, mais si c'est comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, quelque part. Donc ça, c'est l'idée finaliste. Et en fait, on peut même aller du coup au futur, hein, qui va être du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? En fait, il faut préserver tout ça, et donc ça va amener plutôt au conservatisme. Et du coup, on peut dire ça a toujours été comme ça, essentialisme, c'est pour une bonne raison, finalisme, et il faut le préserver, conservatisme.
Oui, en quoi sont-ils contestables? Tu peux nous donner peut-être quelques exemples, puis aussi comment on pourrait mieux s'exprimer? Du coup, je pense qu'on a déjà donné quelques exemples sur les problèmes que ça pose. Pour le finalisme en particulier, en fait, il y a une manière de le voir, c'est dans le langage qu'on utilise. Souvent, on dit... là, j'ai pas forcément d'exemple concret qui me viennent, mais que telle chose, elle est faite pour ça. Et en fait, ce pour, en fait, il a pas trop de sens. Et en fait, si on en revient un peu à l'idée d'évolution de Darwin, en fait, c'est plus que tel trait ou telle, je sais pas, telle espèce, par exemple. Ils ont évolué d'une certaine manière à se retrouver là et à avoir développé un certain nombre de traits particuliers. Mais ils n'ont pas été faits pour ça. Le fait de mettre un pour, c'est ce qu'on appelle des fois le langage finaliste, ça laisse augurer que, ça laisse penser que derrière, il y a une espèce de plan un peu général qui va dans un sens, etc., etc. Et encore une fois, genre, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental. Et Raymond, d'ailleurs, tu le dis souvent, cette idée finaliste, elle est vraiment fondamentale et elle est vraiment à combattre dans cette idée d'idéologie naturaliste. Et si, au contraire, on se rend compte que il n'y a pas de plan vers lequel on va, mais on est tous là, comme je le disais tout à l'heure, 8 milliards d'êtres humains, et on se demande là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a, de nos ressources, de nos interactions entre nous, entre le reste du vivant et entre le reste des autres êtres. C'est plutôt ça la question à se poser, quoi, sans se demander qu'est-ce qui est fait pour, quoi. Un exemple, ça serait les poumons sont faits pour respirer, les yeux sont faits pour voir, et même avec les animaux, c'est souvent, ils sont faits pour ça, pour être mangés. Oui, les poissons sont faits pour être pêchés. Cette idée de nature offre un cadre de pensée rapide, comme la religion, tel que l'avait conceptualisé déjà le politicien, économiste et philosophe John Stuart Mill au XIXe siècle. L'idée naturaliste peut aussi être vue comme un artifice rhétorique préservant l'ordre établi, économico-sociétal. Ça, c'est une idée très forte que tu as bien véhiculée pendant ta conférence, qui me semble fondamentale. Ouais. Comme je le disais, tu dis que c'est un cadre de pensée rapide. Et en fait, là, du coup, ça nous remène vraiment au champ un peu cognitif de notre manière de penser. Et en effet, ça a un côté très pratique, cet outil cognitif qui est le naturalisme, pour se référer à ce qui est bien ou pas bien. C'est vraiment une règle du pouce, quoi, on pourrait dire, qui permet vraiment de choisir rapidement. Qui existe du coup dans notre société, mais on pourrait imaginer que dans d'autres sociétés, il y avait d'autres règles, comme tu l'as dit, par exemple, la religion peut avoir eu aussi ce rôle-là. Et du coup, dans notre situation, cette idée naturaliste-là, pourquoi elle émerge? On l'a vu tout à l'heure, il y a des raisons sociales et économiques et politiques qui font que c'est cette idéologie naturaliste-là qui est prédominante, on va dire, dans notre esprit et comme cadre de pensée rapide, quoi. On voit bien que ça nous amène à une sorte d'immobilisme qui empêche un progrès sociétal. Donc, on a parlé de conservatisme. Maintenant, on peut juste finir cette première partie par Descola, l'anthropologue français dont tu as parlé tout à l'heure, qui disait que nous sommes les seuls de toute l'histoire à avoir adopté une ontologie naturaliste. Et il disait ça par rapport aux trois autres connus, l'analogisme, le totémisme et l'animisme. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une ontologie et les spécificités de celle dite naturaliste? Ouais, voilà, donc ça, c'est un peu le cœur du travail de Descola, c'est cette idée des quatre ontologies, des quatre êtres au monde, je crois qu'il dit aussi. Donc c'est quatre manières, on va dire, d'envisager notre rapport au reste du monde en tant qu'humain, et en regardant dans un grand nombre de cultures différentes, il en a trouvé 4 différentes. Alors, pour les expliquer très succinctement, ce que Descola considère comme critère, ça va être, est-ce qu'il y a une ressemblance, on va dire, physique et ou psychique avec d'autres êtres. Et par exemple, nous, dans le cas du naturalisme, en fait, on va considérer qu'il y a une ressemblance physique, vraiment dans la matière qui nous constitue avec les autres
les autres êtres, on va dire. Donc par exemple, on va considérer que les animaux sont faits avec des cellules comme nous, par exemple, ou des choses comme ça, de la même matière. Mais on va considérer qu'il y a une différence au point de vue subjectif ou interne. Voilà, il faut vraiment cette différence entre les deux. Donc dans le cas où il y a une ressemblance physique, matérielle, et une différence spirituelle interne, c'est ce qu'on appelle le naturalisme. Après, à partir de là, du coup, il va décrire les 4 autres. Dans le cas où on considère qu'il y a il ne faut pas que je dise de bêtises, une différence physique, mais un rapprochement spirituel, c'est l'animisme. Donc c'était par exemple le cas des chouars, qu'il a étudié. Les chouars considèrent que les autres êtres, que ce soit les animaux mais aussi les végétaux, ils ont le même fonctionnement spirituel, le même fonctionnement interne, mais ils sont faits d'un matériau différent d'une certaine manière. Donc ça c'est l'animisme. Et puis après il y a aussi le totémisme. Alors le totémisme, que je ne dise pas de bêtises, c'est qu'il y a la même intériorité et la même extériorité, donc le même fonctionnement interne et externe. Et le dernier c'est l'analogisme, qui dit qu'il y a une différence à la fois dans le fonctionnement interne et et dans le fonctionnement physique, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il a expliqué tout. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ça permet de décrire un certain nombre de choses. Et puis c'est une conception du naturalisme, une définition du naturalisme qui lui est très propre et qui n'est pas tout à fait la même que celle des philosophes. Et même s'il y a des liens à en faire, voilà, c'est un peu le travail de Descola. Descola argumente aussi que, puisqu'on exploite la nature, on le justifie avec une frontière avec nous, c'est-à-dire la civilisation. Cette distinction classique entre nature et culture, est-ce qu'elle est si fondée que ça? Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Descola, il explique que c'est parce qu'on a eu besoin d'exploiter, parce qu'on s'est retrouvé, on va dire, à exploiter la nature, qu'on a eu besoin, après coup, de le justifier, en mettant une frontière, en disant, non, ils n'ont pas les mêmes fonctionnement interne, donc la nature n'a pas les mêmes ressentis, notamment il ne va pas y avoir de sentiments de souffrance, de choses comme ça, et du coup on n'a pas besoin de s'inquiéter des intérêts propres de la nature. Et en fait ce dispositif intellectuel-là a permis du coup à notre société d'exploiter plus facilement les ressources autour de nous et en particulier les animaux. Merci Nicolas. Ici s'achève la première partie de cet entretien où nous avons essayé de mieux saisir ce que l'idée de nature, de mesurer quelques conséquences concrètes ainsi que d'en révéler les fondements théoriques. Rendez-vous pour la deuxième partie où l'analyse critique de l'idéologie naturaliste nous permettra d'identifier quelques écueils du courant écologiste dominant ainsi que le point aveugle éthique sur la considération morale des individus animaux non humains. Concat est une émission soutenue par la région Occitanie et vous est proposée